Alors moi, je vais vous parler donc de cet impact. Alors, l'annonce du diagnostic ou le constat d'une déficience, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle qui va donc déclencher une onde de choc et une déflagration. Alors une mauvaise nouvelle, selon la HAS, c'est une nouvelle qui change radicalement et négativement l'idée que se fait un patient de son être et de son avenir. Alors l'annonce, elle est nécessairement violente. Violente parce qu'elle vient dire quelque chose qui est inacceptable. Comme l'indique Elisabeth Zuckman, qui était un médecin qui travaillait dans le champ du polyhandicap, elle venait nous dire que ce basculement net et brutal de la vie fait partie des invariants de l'annonce. Même quand elle est faite avec respect et compréhension, elle opère une rupture du fil de la vie. Donc notre enjeu ne va pas être d'effacer la violence, mais bien d'essayer d'éviter d'en ajouter. Dans le cadre de l'annonce, le poids des mots prend toute sa signification. La charge émotionnelle va être intense, imprévisible, les perspectives seront assombries et le temps suspendu. Ce qui va être révélé a sans doute déjà été anticipé, redouté. Mais ce jour-là, l'ophtalmologue, le généticien, le médecin va poser des mots qui feront date, qui seront ancrés. Souvent une phrase, une formulation, un mot va être retenu. En effet, l'angoisse, la sidération que va engendrer l'annonce ne permettra pas d'entendre au-delà, même si d'autres mots ont tenté d'apaiser ou de nuancer. Même si ce temps marque irrévocablement un avant et un après dans le parcours du patient, l'annonce est bien et bien inscrite dans un processus de révélation. Ce processus ne démarre pas nécessairement avec le temps de l'annonce à proprement parler, mais bien souvent avant, dans la suspicion et l'inquiétude anxieuse du diagnostic. Dans ce processus, la préparation et l'anticipation sont essentielles. Il s'agit bien sûr de trouver un lieu qui va respecter l'intimité, un temps suffisant, des mots choisis. Tout le monde sait ça. Robert Buchmann va un petit peu plus loin et il essaie de déterminer un protocole pour annoncer qu'il estime en 6 étapes. Alors je vais vous faire grâce des différentes étapes, mais pour essayer de dire un petit peu l'essentiel, il dit en fait qu'il faut envisager les préliminaires. Il entend par préliminaire permettre de savoir ce que le patient sait déjà, ce qu'il a envie de savoir, ce qu'il veut connaître. L'idée aussi de délivrer une information et de lui répondre de manière la plus empathique possible et surtout de permettre d'organiser la suite. Ce qu'il veut nous dire dans ce cadre, c'est que l'annonce n'est pas simplement un moment difficile, mais c'est aussi un acte clinique à part entière. Et que la structuration de cette annonce, c'est ça aussi qui peut contribuer à limiter, à contenir l'impact psychologique. Alors l'annonce, c'est toujours un moment particulier. Un moment particulier parce que la personne n'est jamais vraiment en capacité de comprendre et de se projeter à ce moment-là. C'est un moment qui est souvent marqué par l'ambivalence. La personne va osciller entre deux positions, celle de ne rien savoir, de ne rien changer, ou bien de confirmer ses doutes et pouvoir aussi se mobiliser ses ressources. Alors évidemment, dans la réalité, c'est jamais aussi tranché et aussi déterminé. Alors bien sûr, l'annonce, c'est un impact pour le patient et sa famille en premier lieu. La portée traumatique ne va pas être la même pour chacun. Chaque personne concernée va réagir en fonction de qui il est, de son histoire, de son état émotionnel, de ses ressources, de son environnement, du contexte, de la valeur symbolique de la maladie également. Chacun met en place des mécanismes de défense qui lui sont propres pour se protéger, pour ne pas s'effondrer,
tenter de métaboliser ce qui vient d'être dit, compris, de faire face. La personne, elle va changer radicalement de statut avec la nomination de la maladie et de ses conséquences réelles ou induites. Elle devient malade, elle devient un patient. Cela implique un repositionnement parfois profond, envisager de se soigner, parfois de se conformer, de sortir de sa trajectoire habituelle. Il faut aussi imaginer que la personne qui annonce, entre ce qui est dit, ce qui est entendu, ce qui est ressenti, ce qui est compris, il y a bien sûr beaucoup d'écarts. Chacun de nous, on traite les informations avec notre système de croyances et de représentation, et nous n'attribuons pas la même valeur à ce qui nous arrive. Alors, dans la situation particulière des maladies génétiques qui nous occupent aujourd'hui, l'annonce va dépasser très largement la personne elle-même, on l'a vu tout de suite. Elle engage la famille, les frères et sœurs, l'un des parents, parfois les deux. L'enfant est rarement au centre de la scène de l'annonce. Il en est parfois le révélateur. Pourtant, il comprend toujours que quelque chose de grave est arrivé. Il peut lui être aussi sidéré par l'émotion des adultes, ou pour le moins être affecté par les répercussions qu'il ressent chez ses parents. La maladie génétique est souvent vécue comme une atteinte à son identité, une blessure narcissique. Elle est accompagnée d'un fort sentiment de culpabilité, un sentiment d'injustice, et parfois d'un vécu de honte, avec des constructions non rationnelles qui tentent de donner du sens là où on trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Entre en jeu aussi la question de la transmission qui vient directement interroger le désir d'enfant et la responsabilité qui s'engage ou qui s'est déjà engagée dans l'acte de donner la vie. L'impossibilité à guérir, qui est souvent le lot des pathologies rares, induit souvent une errance diagnostique, une quête à trouver d'autres réponses. L'incurabilité vient bousculer notre illusion de toute puissance et notre volonté de tout maîtriser, tant du côté des patients que des soignants. Il faut ajouter aussi la notion de l'évolutivité, une donnée si fréquente dans les pathologies ophtalmiques. Ce dernier point amène non pas à une seule annonce, mais bien à une succession d'annonces, à une imprévisibilité, une incertitude qui contrarie la volonté des patients de savoir et plonge le praticien dans une temporalité bien différente. Comment alors trouver les mots qui apaisent tout en osant dire « je ne sais pas ». Les mécanismes de défense ne concernent pas que les patients et leurs familles. Le médecin y est aussi confronté. Il est en première ligne en tant que porteur d'annonce. Comme le rappelle Zucman, les médecins sont confrontés à une situation violente qui contredit leur choix professionnel et entame leur capacité thérapeutique. Aucun ne sera à l'abri d'avoir à annoncer un jour ce qu'il ne peut guérir. Le médecin peut être alors tenté de se réfugier derrière un vocabulaire technique pour mettre à distance les émotions, redouter le silence, banaliser la situation ou même abréger l'entretien. Ces mécanismes de protection sont importants à déceler car ils peuvent être eux aussi source de violence et parfois à notre insu. À leur impact psychologique, onde de choc, oui, mais pas seulement. Il s'inscrit dans le temps, se déploie dans un cheminement long, une véritable trajectoire de vie. L'enjeu pour le patient est alors de faire face à un bouleversement identitaire qui traverse tous les domaines de son existence, physique, psychique, social, un sentiment de moindre valeur, d'échec, fait de renoncement, d'incompréhension, de peur, parfois même de terreur de perdre la vue. Autant d'expériences qui viennent altérer le sentiment d'être soi. Il s'agit alors, progressivement, de retrouver du sens, de redonner une place à chaque élément de son histoire pour reconstruire des repères, faire émerger de nouveaux espoirs, de nouveaux projets. Intégrer cette identité de patient sans s'y réduire, se voir autrement tout en restant soi. Retrouver au fil du temps un sentiment d'intégrité.
L'impossibilité... Pardon. L'annonce peut alors devenir un point de départ de ce long trajet, souvent difficile, au cours duquel la personne va progressivement retrouver son intégrité et sa place dans une société régulièrement performative. En effet, le diagnostic constitue une étape. Même s'il est source de souffrance, il met des mots sur ce qui était jusque-là diffus, incompris. Il ouvre des perspectives nouvelles, permet de s'approprier la situation et d'impliquer la personne en tant que sujet autant que possible, acteur de sa propre vie. Il peut également donner accès à des ressources, informations, accompagnements, pistes pour rééduquer, adapter, expérimenter, oser. Le diagnostic n'est pas le pronostic. Les associations, les services dédiés ne manquent pas. Il nous faut les connaître et les diffuser pour éviter l'errance médicale et la souffrance. Le médecin ophtalmologique peut être ce relais vers des structures médico-psychosociales qui, sans soigner à proprement parler, accompagnent, ouvrent des possibles et permettent d'envisager d'autres chemins pour aller vers un même objectif. Il est aussi essentiel de reconnaître les ressources et les capacités d'adaptation des personnes en situation de handicap visuel. Elles savent nous étonner et se mobiliser pour faire face. La représentation sociale du handicap demeure massivement négative, nous rappelle Elisabeth Zuckman. Les mentalités sont des prisons de longue durée. Alors il n'est pas simple dans ce contexte de faire confiance aux capacités de compréhension et d'ajustement de la personne en situation de handicap et à sa famille. Pourtant, ce capital adaptatif dont nous parle Elisabeth Zuckman existe. Cultiver la bienveillance et la confiance fait grandir ce capital. Il est important de veiller à ne pas plaquer nos idées reçues et limitées par notre dépendance à la modalité visuelle. Ouvrons les possibles, ne les fermons pas. Ainsi, l'annonce devient un commencement où le processus de révélation du handicap permet une subjectivation. S'approprier ce qui est dit, exprimer ce qui est compris et ressenti, permet d'expérimenter le pouvoir transformateur de la pensée. Ce qui a été dit a pu être progressivement pensé, approprié, transformé. Comment, au-delà du traumatisme, le handicap est aussi une énigme qui peut et doit stimuler la pensée, nous dit Régine Selle et Anne Boissel. La gravité du handicap, comme le rappelle la plateforme Annonce et Handicap, ne dépend pas uniquement des capacités de la personne et de son entourage à faire face à la déficience et à ses conséquences, mais aussi à la capacité de notre société à les réduire, à les aider ou à les soulager. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a du temps pour quelques questions. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ou rebondir ? Juste pour amorcer, on a mené une enquête de qualité de vie chez des patients qui ont un Leber. Et ce qui ressortait de manière systématique, c'était l'annonce. L'annonce qui avait été très mal vécue par les patients, où globalement le médecin fait le diagnostic, mais finalement ne donne pas de pistes, d'autant que c'était à une époque où il n'y avait pas encore de thérapie génique envisageable. Et ce qu'avait retenu le patient, c'était voilà, vous avez ça et je ne peux plus rien faire pour vous. Voilà. Et c'est clair que nous, dans les consultations et dans la manière d'annoncer, même si c'est une maladie génétique où il n'y a pas de traitement, ce qui est très important, c'est de ne jamais dire il n'y a plus rien à faire. Parce que oui, il n'y a pas de thérapie génique, il n'y a pas d'opération pour certaines maladies. Par contre, il y a de la rééducation, il y a beaucoup de choses qu'il y a à mettre autour du patient. Et que en tout cas, j'avais été frappé par le ressenti du patient, qui est effectivement un ressenti de l'annonce qui n'est pas forcément objectif, mais c'est comme ça qu'il l'avait ressenti de manière assez systématique. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais dire quand on a des maladies comme ça génétiques à annoncer, voilà, il ne faut pas le faire à la légère parce que c'est un impact massif chez le patient. C'est très important de faire le lien effectivement entre les structures médicales et médico-psychosociales. Vraiment, je crois qu'un des vecteurs est là. C'est vrai, on parlait avec Olga tout à l'heure, et on se disait finalement que malgré les avancées qui sont vraiment tout à fait intéressantes sur la prise en charge, ce temps d'annonce reste extrêmement douloureux
est très impactant pour les patients. Et je crois que le temps, la nécessité aussi des annonces en plusieurs temps est vraiment très essentielle. Béatrice, tu passes par le micro pour le fond de la salle. Pour les médecins, c'est toujours compliqué puisqu'on va passer de la fonction de guérir à la fonction d'accompagner. Voilà. Et ça fait une posture tout à fait différente. Et il y a un deuxième point, ce que disent, et même quand tu reçois des familles, tu te dis, je me suis préparée, je vais bien l'annoncer, enfin, j'ai pris le temps, le lieu adapté, etc., etc. Que dalle, hein, pour les familles. Quoi qu'on fasse, c'est toujours extrêmement douloureux. Par contre, ce qui me frappe aussi, c'est qu'après, et ça, je ne sais pas comment pouvoir le vivre avec les équipes, c'est que quand tu as une famille, par exemple, si on prend un tout petit, où il y a d'un côté l'annonce et les parents ont besoin d'avoir le temps de digérer, d'avoir un deuxième avis ou quoi que ce soit, et toi, tu te retrouves en tant que médecin avec des périodes critiques cérébrales et en te disant, si on attend 6 mois pour faire la prise en charge, il y a une perte de chance pour le bébé, par exemple. Hein. Donc, il faut stimuler un peu. Et alors, je lui dis oui, mais alors il faut le bousculer un peu. Réponse de l'équipe, généralement, on va l'adresser au psychologue. Voilà. Et je trouve que c'est très compliqué d'introduire, enfin, à mon avis, d'introduire parfois dans les notions d'équipe le fait que le vécu du handicap et la souffrance ne relèvent pas que de la psychologue. Absolument. Et que chacun dans l'équipe doive prendre, même si c'est très technique, avec l'orthoptiste, l'ergo, l'aménagement, devrait pouvoir prendre une place dans cette annonce et dans ce vécu pour porter tous ensemble le handicap. Et je trouve que dans des équipes, c'est parfois le plus difficile à mettre en place, c'est de pouvoir sortir de « il y a le médecin, il y a la psychologue, etc. » Et qu'en réalité, le poids de l'annonce, quand on se retrouve dans un service médico-social, ça devrait pouvoir être vécu par toute l'équipe pour aider la famille. Absolument. Et la notion de temporalité est extrêmement importante parce qu'en effet, on l'a bien vu, la temporalité est très différente pour les patients, pour les médecins, pour l'équipe médico-psychosociale. Mais en effet, j'insistais sur le fait que c'est un processus. Ce n'est pas un temps unique. Et un processus, ça implique en effet tous les acteurs à leur niveau. On ne peut pas enlever la violence de l'annonce. Je crois que ça, on ne peut pas le faire, mais on peut vraiment accompagner pour que cette violence, elle soit avec le moins d'impact possible et elle soit portée par toute l'équipe, chacun à sa mesure, en effet. Et il faut aussi pouvoir soutenir l'équipe pour le faire. Bien sûr. Parce que moi, j'ai vu des membres d'équipe dire... Et c'est important de travailler sur les mécanismes de défense propres à chacun. Parce que je pense que c'est là qu'on a des clés, dans ce qu'on appelle en jargon le contre-transfert. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous fait à vous ? Qu'est-ce que ça vous fait à vous et pourquoi vous êtes mal à l'aise ? Pourquoi, finalement, vous allez faire quelque chose qui va entraver ce que vous aviez initialement prévu de faire ? Pourquoi vous ne pouvez pas accueillir ce qui se passe tout simplement en écoutant ? Parce que parfois, il n'y a rien à faire. Il y a juste à ouvrir ses oreilles, à être là, tout simplement. À être là dans l'impact que fait aussi la violence de ce que vous avez à annoncer pour vous-même en résonance avec ce que le patient ou sa famille vit. En fait, je pense qu'au niveau... Donc, Olga Forolori, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis malvoyante depuis l'âge de 6 ans. Donc, je pense que ma mère a bien plus mal pris le diagnostic à l'âge de 6 ans que moi. Parce que ma réalité était différente. C'était la réalité d'un enfant qui voulait jouer, qui voulait savoir s'il allait pouvoir continuer à être avec les autres, etc. Alors que ma mère, elle se projetait sur mon avenir. Mon enfant va-t-il être autonome ? Quel type de vie ? Enfin, j'avais pas ces préoccupations d'adulte, en fait. Je pense que l'espoir, je pense que quel que soit l'âge, c'est qu'il faut quand même donner un espoir. Pas l'espoir de revoir, bon, la vision, elle est ce qu'elle est, elle va évoluer dans le temps, mais se dire comment on va pouvoir vivre avec ça, malgré un dixième. Moi, je vis bien avec ma malvoyance aujourd'hui, mais attention, j'ai passé 1001 épreuves pour arriver à ce stade-là. Et aujourd'hui encore, je m'adapte. À chaque époque de ma vie, je m'adapte. Mais ce que je voulais dire au niveau du diagnostic, bien sûr, il y a cette douleur. On ne peut pas aller à l'encontre de cette douleur-là. On est obligé de la vivre parce que c'est une perte. Mais
il faut, je pense, plutôt, vous en tant que soignant, c'est orienter le patient peut-être vers même une lueur d'espoir, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir contourner, comment vous allez pouvoir vivre avec, et avec des possibilités aujourd'hui qu'on a au niveau informatique, au niveau logistique, au niveau humain, mais le plus douloureux, c'est l'humain. C'est pas tant le handicap, c'est le regard de l'autre sur la personne handicapée qui fait le plus mal. Je voudrais juste rebondir sur deux idées que vient de nous évoquer Olga. En effet, je pense que la parole oraculaire, la parole de l'oracle, ça, elle est à éviter absolument. Parce qu'à partir du moment où on dit « tu deviendras ceci, tu deviendras cela », il se passera ça pour toi. En fait, vous n'avez plus la main sur la possibilité de votre avenir, de votre devenir. Donc ça, je pense que c'est effectivement extrêmement important. On ne sait pas ce qui va se passer. Et la deuxième chose que tu évoques très justement, c'est la capacité d'adaptabilité de chacun de nous. Hein, on a ce capital adaptatif dont parlait Zucman. Voilà. Merci. Peut-être une toute dernière question. Juste, déjà, merci pour cette présentation qui, pour moi, en tant que... Enfin, je suis représentante d'une association de patients et la maman d'un petit garçon qui a une maladie rare dégénérative. Et pour moi, tout ça, c'est vraiment du vécu. C'est du quotidien. Mais ouais, du quotidien, il y a l'émotion qui monte parce que même en écoutant, je retraçais les étapes. Mais ce que j'aimerais aussi qu'on retienne, c'est que ce moment-là, c'était aussi une délivrance. Oui. La délivrance par rapport à l'errance de diagnostic. Et je pense que c'est quelque chose d'important et que nous, en tant que famille et parents, on avait besoin d'entendre à un moment, et quand ça arrive, on est soulagé quand même si derrière, il y a tout ça, il y a la violence de tout ça. C'est quelque chose de très, très important. Parce que je trouve que, limite, tous les rendez-vous d'avant, où on nous dit on ne sait pas, sont pires que ça. Ouais. En fait. Ce que j'ai essayé d'un petit peu dire dans ce process, c'est qu'effectivement, merci de votre témoignage. Hein. Ce processus, le processus, il commence bien avant, hein, dans cette anticipation anxieuse, dans ces inquiétudes. Hein. On sait toujours que quelque chose d'anormal se passe, même si on n'a pas tout à fait envie d'y penser. Mais c'est vrai que ça permet de nommer. Moi, c'est ce que je dis souvent aux patients, il faut connaître son ennemi. Et quand on connaît son ennemi, en fait, on est plus en capacité de combattre. Si je peux juste rajouter un mot, mais c'est en complément de ce que disait Claire, c'est que quand on met un mot ou un nom sur une pathologie ou quelque chose, alors oui, c'est violent, ça nous permet d'avancer. Et de par mon histoire, j'ai un enfant qui a aussi une longue pathologie qui est décédée. Et dans l'accompagnement, selon les services où on a été, parfois d'être accompagné, que le médecin fasse l'annonce avec un psychologue, ça évite de répéter. Et le psychologue qui est présent permet aussi de savoir comment l'annonce a été faite et de nous accompagner dans la suite. Voilà, c'est juste peut-être une idée, je sais que ça se fait dans certains hôpitaux ou certains services, mais ça ne se fait pas partout malheureusement. Merci beaucoup. Merci infiniment.